L'assassinat des leaders africains des indépendances, autopsie. La fin des années 1950 et le début des années 1960 ont été une époque étonnante, très étonnante et chargée de paradoxes. D'un côté, à Accra au Ghana et dans tous les pays voisins, on danse au son du high life, et d'ailleurs Kwame Nkrumah a ouvert le bal de l'indépendance au bras d'une duchesse britannique. À Kinshasa, on danse au son de l'Okeja et de l'African Jazz, indépendance chacha. Donc c'est la joie, c'est les festivités, mais en même temps, il se passe des choses très troublantes. Troublante parce que des assassinats se font ici et là, peut-être un peu trop, et essentiellement en Afrique centrale, où l'on a vu successivement se succéder l'assassinat des leaders des indépendances. Comment, pourquoi, quels sont les auteurs de ces assassinats et qu'est-ce que cela a eu comme impact sur le devenir de ces pays, la construction de l'État, la construction de la nation et même les cheminements politiques et économiques choisis par ceux qui ont succédé à ces chefs assassinés, assassinats dans lesquels ils ne sont peut-être pas totalement absents. Pour en parler, je reçois au micro de Mémoire d'un continent une jeune docteure, Karine Ramondi, bonjour. Bonjour. Vous venez de soutenir une thèse de doctorat avec un titre un peu long mais qui est quand même très significatif, 1958-1961, l'assassinat des leaders africains, un moment de construction nationale et de régulation des relations internationales. Alors parlons de la dimension intérieure. Qui sont ces chefs assassinés ? Alors dans cette thèse, en fait, j'ai passé en revue 4 études de cas. La mort de tout d'abord Ruben Umniobé, leader camerounais, puis celle de Félix Moumié, leader camerounais également. Et puis la mort emblématique et toujours aussi symbolique de Patrice Lumumba, que j'avais utilisé et travaillé dans un travail intérieur de mémoire de Master 2. Et puis j'y ai adjoint un petit peu en questionnement supplémentaire la disparition de Barthélemy Boganda en République centrafricaine. Parce qu'il importait d'essayer de comprendre si cette mort, cette disparition accidentelle de Barthélemy Boganda était un véritable accident et comment est-ce que, au regard de nouvelles sources, de nouveaux entretiens, il était possible de questionner si la thèse de l'assassinat n'était pas valide ou invalide. Voilà. Rassurons quand même nos auditeurs parce que ces assassinats ne sont pas le propre du continent africain. Vous-même, vous avez commencé vos recherches d'historienne par l'assassinat de Philippe de Macédoine, qui vous a mis, je pense, sur la piste quand même parce que vous avez exploité déjà un certain nombre de pistes qu'on retrouve sur le continent africain. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai un cursus un petit peu à part puisque j'ai commencé mes études d'histoire en histoire grecque sur la période hellénistique et que j'avais eu en tête de commencer une thèse sur l'assassinat de Philippe II de Macédoine. Et puis, faute de sources, faute de disponibilité de matériaux archéologiques et épigraphiques, il m'avait été assez compliqué finalement d'envisager cette étude pour qu'elle soit vraiment une étude renouvelée du point de vue historiographique. Mais c'est vrai que cet assassinat politique m'avait particulièrement frappé puisque à la fois il y avait une lecture qui était simple, Pausanias qui tue Philippe II de Macédoine dans le théâtre de Vergina, ça c'était le premier niveau de lecture, puis un deuxième niveau où on s'apercevait que sa femme, Olympias, pouvait être liée à cet assassinat, donc deuxième niveau de lecture, et puis ensuite que potentiellement Darius III, le roi des Perses, pouvait lui-même avoir été impliqué dans cet assassinat. Donc déjà, je voyais là se dessiner une complexification finalement de la lecture d'un assassinat qui pouvait paraître assez linéaire. Il n'y a pas que l'Afrique centrale. On peut dire que l'Afrique du Sud, à la même époque, connaît des accidents bizarres et des assassinats de nombreuses personnalités. Le Mozambique de même, l'Angola, le Kenya, il y a eu une guerre et à côté des massacres de masse, il y a des tueries individuelles. L'Afrique de l'Ouest
ne va pas y échapper, l'Afrique du Nord. Mais pourquoi cette concentration sur les pays d'Afrique centrale? Qu'est-ce qu'il y a de singulier en Afrique centrale qui peut expliquer que, en un temps aussi court tout de même, on assiste à des morts aussi violentes que celles que vous avez étudiées? Alors, je pense que, tout d'abord, moi, mon intérêt s'est concentré sur l'Afrique centrale parce que, par mon histoire, c'est vrai que j'ai toujours été liée d'une certaine façon à ces pays. Et puis, ce qui m'a particulièrement intéressée, c'était cette sorte, finalement, de presque impunité qui pouvait y avoir à la violence en Afrique centrale et en quoi est-ce que, potentiellement, l'Afrique centrale pouvait différer des autres parties de l'Afrique à la même époque. Je pense qu'il faut le voir là, il faut replacer ceci dans un temps beaucoup plus long, en fait, c'est-à-dire un continuum de violence qui aurait finalement peut-être commencé au moment de la colonisation et notamment des grandes concessions ou compagnies concessionnaires et des exactions qu'elles vont commettre au nom, évidemment, de l'exploitation toujours plus forcenée des matières premières de ces pays. Donc cela nous amène à la fin du 19e siècle, donc quand même 2 ou 3 générations avant nos morts. Oui, tout à fait. Et puis peut-être qu'on pourrait même remonter plus en amont, ce que j'avais essayé de faire lors d'une conférence que j'avais donnée à Varsovie sur finalement les racines de la violence et du politique, et notamment par exemple sur la fondation du royaume Banza-Congo, qui finalement naît aussi dans un contexte de violence, de traîtrise, de trahison, et qui pourrait donc faire remonter ce continuum de violence plus en amont dans la chronologie de l'histoire. C'est une piste que j'ai un peu effleuré, mais qui mériterait d'être aujourd'hui encore plus creusée avec évidemment la collaboration de certains universitaires et de travaux qui sont en cours et dont vous avez déjà parlé dans vos émissions d'ailleurs. Nos hommes en question, malgré leurs différences, l'année de la naissance, etc., ont quand même un profil assez commun quand on les regarde. Ils ont commencé quelque part, d'une certaine manière, et ils terminent là où on ne les attendait pas, c'est-à-dire dans le nationalisme radical, comme certains l'ont dit. Alors oui, c'est sûr, on pourrait voir ça du point de vue politique, on pourrait les considérer comme ce sont vraiment des outsiders, c'est-à-dire ce sont des enfants qui viennent de milieux extrêmement défavorisés, ce sont, comme on les appelait, des indigènes, bien sûr, ce sont pour certains des orphelins, l'école et l'émission vont leur donner un substrat culturel, une éducation, avec d'ailleurs quelques différences que je montre bien dans ma thèse, notamment des différences sur la façon dont l'émancipation politique peut être envisagée aussi. C'est le cas notamment des leaders camerounais. C'est vrai que les leaders camerounais vont bénéficier peut-être d'une éducation un petit peu plus religieuse avec les missions américaines qui offrent une possibilité en tous les cas et une réflexion sur l'autonomie et vers l'indépendance. C'est vrai que ce sont vraiment des outsiders, c'est-à-dire ce sont des personnes qu'on n'attend pas, qui vont se forger par eux-mêmes, dans un contexte avec une double adversité, c'est-à-dire l'adversité coloniale, bien sûr, et à la fois une adversité par rapport à l'importance de rentrer dans une méritocratie, c'est-à-dire vraiment de se battre pour obtenir ce qu'ils souhaitent, ce qu'ils obtiennent, c'est-à-dire une éducation, des codes culturels qui sont d'ailleurs parfois dans une biculturalité qu'ils ont du mal à gérer, c'est-à-dire vraiment à la fois être à la fois la synthèse d'une éducation à la coloniale et puis aussi l'éducation que leur famille ou leur ethnie ou les peuples dont ils viennent leur ont donné. Donc en fait, c'est vrai que ce sont des personnes extrêmement, on pourrait dire, attachantes, parce que ce sont des personnalités qui, à la force du poignet, à la force de leur volonté, contre vents et marées, ont essayé et ont réussi à se forger une éducation, une conscience politique et passer à l'action. Ce qui est quand même le cas de finalement assez peu de personnes. Alors l'un d'entre eux, Barthélemy Boganda, est devenu prêtre, mais il explique que s'il est devenu prêtre, c'est justement pour sauver
ses compatriotes. Ce sont des gens prestigieux, respectés, qui ont brillé notamment dans des élections, notamment à la tête de partis politiques ou dans la lutte armée, comme c'est le cas pour les deux Camerounais. Aujourd'hui, quand vous travaillez dessus, est-ce qu'il y a encore des témoins? Est-ce qu'il y a des sources? Parce que, comment dire, ces assassinats, ces crimes, ces morts bizarres sont restés quand même l'objet de controverses, de polémiques. Les pouvoirs ont donné leur version. On a parlé parfois d'accidents, dans le cas de Boganda. D'autres ont expliqué que c'est des erreurs ou ça n'était pas volontaire. Est-ce qu'il y a encore des choses qui aujourd'hui, des sources qui permettent d'établir une sorte de vérité d'historien que personne ne saurait discuter? Alors oui, bien sûr qu'il existe des sources. Après, il serait un petit peu, rapide de dire que les consulter est facile. Il y a des sources auxquelles j'ai eu accès, des entretiens que j'ai pu conduire avec des témoins qui m'ont servi évidemment à étayer ma réflexion scientifique. Maintenant, c'est vrai qu'il y a sûrement encore pas mal de sources qui devraient potentiellement être consultées ou consultables. Je pense notamment par exemple au Cameroun, où c'est vrai que toutes les sources qui sont au tournant des années 60 et notamment à partir de 61, 62, 63 sont des sources qui convient aujourd'hui de déclassifier. C'est assez compliqué parce que ce sont parfois des cartons qui vont jusque dans les années 65, 68. Donc on est sur des délais de consultation qui sont compliqués. Évidemment, il y a évidemment des accès à des sources qui sont relativement simples. Il y en a d'autres, d'ailleurs ma thèse le montre et les démarches que j'ai pu faire, notamment au niveau des archives de Vincennes, des archives du centre historique de la Défense, où évidemment j'ai fait de nombreux courriers pour obtenir le fait de pouvoir consulter certaines archives qui sont attestées comme présentes aux archives de Vincennes par des témoins que j'ai pu rencontrer et qui ne sont toujours pas ni cotées ni accessibles aux historiens. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Le micronationalisme n'a fait qu'éparpiller les énergies créatrices des peuples d'Afrique. Karine Ramondi est mon invitée pour parler de cette accumulation d'assassinats de leaders politiques africains au moment des indépendances. Alors les choses sont assez claires. Barthélemy Boganda meurt dans un soi-disant accident d'avion. Oumniobe est tué au maquis, ça c'est clair. Lumumba est assassiné dans des conditions atroces et Félix Moumié meurt à la suite d'un empoisonnement dans un restaurant de Genève. Alors dans votre thèse, ce que vous dites également de très original, c'est que ces hommes ont en commun le traitement que leur corps a subi. On connaît le cas extrême de Patrice Lumumba, dont le corps a disparu pour avoir été dissous dans de l'acide sulfurique dans cette région du Katanga où il y en avait à gogo puisque c'est une région minière. Mais quand même, malgré cette disparition, il y a le problème important du traitement de ces corps. Oui, c'est un aspect particulièrement intéressant et que j'ai vraiment pris à bras le corps, c'est le cas de dire, pour essayer de comprendre pourquoi ces corps, en fait, sont systématiquement, à part Barthélemy Boganda, il y a une forme, si vous voulez, d'incapacité à redonner à ces corps leur place en tant que leaders politiques des nations qu'ils ont contribué à faire émerger. C'est comme si finalement le fait de les avoir tués ne suffisait pas, et comme si dans ces pays finalement que j'ai évoqués, les corps de ces personnes gênent encore, et comme si on avait peur de ces morts.
Alors, pour faire rapidement, c'est vrai que le corps de Lumumba, vous l'avez évoqué, a totalement disparu. Aujourd'hui, il n'y a même pas un endroit décent pour venir se recueillir sur ne serait-ce qu'une stèle ou on va dire un endroit qui pourrait donner lieu à une forme de recueillement ou de commémoration. Bon, voilà, c'est que ça reste quand même, alors que Lumumba est une icône mondiale. C'est-à-dire quand on va à New York, il y a des spectacles, il y a des affiches, il y a des gens qui militent, qui se souviennent encore un peu partout dans le monde. Mais en RDC, on n'est pas capable, à part une statue qui a été érigée il y a peu de temps, on n'est pas capable de redonner à Patrice Lumumba un lieu à la mesure de sa contribution politique. Alors une statue qui est à une place où il y a tellement d'automobiles qu'il est à peu près impossible pour un piéton de s'arrêter et de s'approcher de la statue en question. Bon, Boganda, c'est un peu différent quand même. Oui, c'est un peu différent. On a un mausolée que l'on peut voir d'une route qui est à proximité de son ancienne propriété. Mais alors là, c'est aussi intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu différent parce que là, les présidents qui se sont succédés à la tête de la Centrafrique font l'effort de venir commémorer le jour de l'anniversaire de la mort de Boganda, le lieu. Il y a notamment un convoi présidentiel qui va jusqu'au mausolée, puis voire même jusqu'au village Boganda où on peut voir encore les restes de l'épave de l'avion. Mais c'est vrai que cette référence, en fait, elle est constamment mobilisée, mais elle n'est jamais véritablement étudiée. Et ça m'amène d'ailleurs à parler justement de ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique, c'est-à-dire que vous avez notamment des ouvrages qui paraissent comme celui de Monsieur Bengue Bossin, où on est sur une interprétation du fait que Boganda ne serait pas mort, son avion aurait été détourné, que en fait il serait déporté en Guyane, il serait mort dans les années 70. Bon, ce que je peux dire, c'est qu'il faut absolument aujourd'hui le dossier déclassifier. Il faut absolument consulter tout ce dossier qui est un dossier très lourd à appréhender, le dossier du rapport Bellon de l'accident d'avion. Alors c'est vrai, dans ma thèse je montre qu'il y a évidemment tout un tas de choses qu'il faudrait revoir, mais globalement on ne peut pas aller dans le sens et accréditer ce type de thèse aujourd'hui quand on fait un travail scientifique rigoureux. Et nos deux Camerounais ? Alors le corps de Félix Moumié, lui, se trouve en Guinée, on dit Guinée-Conakry. La tombe a été pillée, il n'y a plus de restes. La veuve Moumié avait tenté d'aller sur le site pour pouvoir se recueillir et elle a fait le constat que le catafalque avait été ouvert et pillé, donc plus de Félix Moumié. Et Ruben Oumyobé, il faut saluer tout le travail qu'a pu faire son fils pour obtenir tout de même une plaque sur sa tombe à Ezeka, qui est une tombe extrêmement humble, qui a fait l'objet évidemment d'une... Enfin, si vous voulez, ce n'est pas à la mesure de l'homme. Aujourd'hui, Nyobé est une référence, il fait partie des pères de l'indépendance d'une certaine façon, même s'il n'a pas eu de mandat en tant qu'élu. Mais quand vous voyez le lieu où il est, déjà, il devrait pas être enterré là où il a été enterré, si on avait respecté les désirs de la famille. Et parfois, la végétation reprend ses droits sur la tombe et il faut peiner pour pouvoir y accéder et pouvoir se recueillir sur cette tombe. Donc en fait, on voit bien que on veut à tout prix ensevelir la mémoire de ces hommes. On s'est débarrassé d'eux, on veut aussi se débarrasser de leur corps et on ne veut pas, dans ces pays que j'ai évoqués, à part pour Boganda, mais c'est une référence qui est une coquille vide, on ne veut pas intégrer que ces hommes ont une importance mémorielle et politique incontournable. Merci à vous, Karine Ramondi, pour être venue à nos micros parler de ces héros assassinés ou en tout cas morts dans des conditions très très étranges et plus que suspectes au moment des indépendances africaines. Ici se termine notre émission Mémoire d'un continent, réalisation Olivier Raoul. Cette émission vous a été présentée en partenariat